Bonjour, c'est Franck. Je suis de passage à Paris, dans le quartier de l'ancienne bourse de Paris, le Palais Brongniart. Et ça m'a donné l'envie de vous faire une vidéo sur quelque chose qui peut changer votre vie, en tout cas financière, mais ça aide aussi pour changer le reste. Cash is king ou cash is trash? Alors là, c'est à vous de choisir. Et c'est une question de conscience de la temporalité. Donc, l'objectif de ma vidéo, c'est absolument pas d'être votre conseiller technique, patrimonial. C'est bien, comme toujours, le mindset, c'est-à-dire de voir suffisamment clair par rapport à votre nature profonde pour développer une vision des objectifs, des décisions et un engagement qui soit conforme pour tout simplement réussir votre vie. Également sur l'aspect financier et patrimonial. Alors, cash is king. L'argent est roi. Vous pouvez tout vous acheter. C'est-à-dire, par principe, ça signifie que c'est très différent de votre situation antérieure. Alors, quand est-ce qu'on peut se trouver dans une telle situation? Eh bien, par exemple, fin 2008, début 2009. Donc, je vais m'appuyer sur des éléments concrets de la vie financière, parce que la spiritualité, la philosophie, le développement personnel, c'est pas uniquement de rester confortablement installé dans son canapé, à deviser et à gloser sur des généralités. Ça doit absolument permettre de mieux comprendre la réalité pour réussir. Donc on y va. Alors, petit détour technique quand même. En 2008, on se trouve dans une crise immobilière et financière qualifiée à l'époque de fin de monde. C'est-à-dire que, quels que soient les intervenants, on a vraiment cru à une faillite généralisée, comme on a pu en connaître en 1929. Et dans bien des pays, les conséquences ont été assez proches de celle-là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Clinton, dans la fin des années 90, souhaite, et c'est tout à son honneur, au niveau du principe, que la plupart, quasiment tous les ménages américains pourraient devenir propriétaires, même ceux qui sont insolvables. Alors, on se trouve devant une équation qui ne peut pas trouver de solution dans le monde réel. Mais bon, donc il incite les banques à prêter à des ménages non solvables. Alors, les banquiers, un peu contraints et peut-être aussi intéressés par ce marché énorme, développent des produits où, pour faire simple, les intérêts sont variables et sont très faibles pendant 1, 2, 3 ans. Tout ça amène donc un afflux d'argent massif sur l'immobilier. Oui, mais il s'avère que les taux ont contractuellement fini par augmenter, les taux variables, au bout de 2 ou 3 ans. Puis aussi ceux de la Fed, parce que Greenspan à l'époque s'est dit qu'il était temps de siffler la fin de la partie, parce que la bulle prenait des proportions totalement folles. Ouais, mais c'était déjà trop tard. Et donc, un autre phénomène, c'est que l'industrie financière s'est fortement développée, était d'ailleurs tellement technique que les organismes de régulation avaient franchement peine à suivre. Et l'une des modalités principales de cette sophistication financière, ça a été la titrisation. Alors, pour faire simple, les crédits ont été regroupés dans des familles de crédits qui après ont été titrisés. Donc en fait, pour faire simple, ça s'est retrouvé sous forme d'actions dans des fonds d'investissement, banques d'investissement et donc dans vos portefeuilles. Mais parfois, dans certaines banques d'investissement, de façon extrêmement massive. Tellement massive que en aval, sur le terrain, lorsque les ménages n'ont pas pu payer et rembourser leur emprunt, quand on remonte la pente,
on se trouve avec des banques ou des fonds d'investissement en faillite, mais aussi qui mettent en danger, voire en faillite, ceux qui leur ont prêté, parce que les effets de levier étaient massifs et de partout. Donc on se trouve dans une situation où on ne sait plus avec qui pouvoir commercer, car on ne sait plus qui est de confiance, qui n'est pas plombé par cette pourriture de subprimes. Donc c'est un peu comme si dans votre corps, le sang se figeait. Or, ce sang, vous le savez, il est utile parce qu'il vous permet de vous nourrir, de nettoyer votre organisme, etc. Bref, l'économie s'est figée, les entreprises n'avaient plus de chiffre d'affaires, un chiffre d'affaires en chute libre, et donc une valorisation en chute libre, etc., etc. On rentre dans un cercle infernal de quasi-dépression. Donc, concrètement, pour ceux qui avaient du cash à ce moment-là, ou qui pouvaient générer du cash à ce moment-là, on se trouve dans une situation où le cours des entreprises a pu baisser de 80%, voire plus dans certains cas. En tout cas, pour donner un ordre d'idée, le CAC 40 aujourd'hui, on est donc fin janvier 2022, se trouve au-dessus de 7000, autour de 7000. À l'époque, en mars 2009, on est descendu à 2005. Donc vous voyez, vous pouvez quasiment à ce moment-là, si vous investissez, multiplier mécaniquement en quelques mois votre patrimoine par 2, 3, voire plus si vous faites du levier. Donc, à ce moment-là, vous êtes dans une situation, si vous êtes dans la bonne gestion de la temporalité, vous sentez qu'il y a un moment de bascule où vous pouvez changer complètement de catégorie et augmenter d'une façon absolument incroyable votre patrimoine. Alors là, il ne faut pas trembler et il va falloir aussi gérer ses émotions, mais c'est une autre histoire. Donc on a vu comment cash is king. Maintenant, cash is trash. Bon, les banques centrales sont intervenues, elles ont transgressé, surtout pour la BCE, leur réglementation, et heureusement. Et donc, Main Street, monsieur tout le monde, a été relativement épargné. Enfin, il y a eu quand même beaucoup de dégâts. Donc, dans certains cas, les gens ont pu perdre leur cash, comme par exemple lors de la crise de la dette européenne à Chypre. En 2012-2013, les gens ont failli absolument perdre tous leurs dépôts bancaires. L'Europe est intervenue pour limiter la casse et essayer de préserver le seuil psychologique des 100 000 euros pour ne pas créer un manque de confiance qui se serait installé auprès des épargnants en Europe. Mais les gens ont perdu tous leurs avoirs au-dessus de 100 000. Et d'ailleurs, si un tel phénomène arrivait en France, en Angleterre ou dans un autre pays de l'Union européenne, faut savoir que les garanties bancaires sont très inférieures à ce qu'il faudrait pour pouvoir vous assurer les 100 000 euros ou les 70 000 en contrat d'assurance vie. Ça, c'est très clair. Donc dans ce cas-là, votre cash est perdu. Cash is trash. Et donc, ce qui est intéressant ici, c'est qu'il y a un instant T ou un moment M autour duquel votre vie peut complètement changer si vous avez à ce moment-là développé votre conscience de la temporalité. Oui, vous investissez en action et vous changez de catégorie, votre vie change. Et non, vous ne le faites pas, votre vie ne change pas, ou au contraire, vous perdez votre cash et là vous êtes ruiné. Et ça tient à si peu de choses. Et vous n'avez pas le temps nécessairement de réfléchir pendant des mois. Le moment est à saisir. Donc j'en arrive dans cette ambiance qui devient assez rapidement crépusculaire, mais en même temps c'est très beau, à conclure sur cet exemple de la crise des subprimes pour illustrer la temporalité, pour illustrer la gestion du temps, le timing, la dimension temporelle, ce que j'appelle aussi l'impermanence.
Bah oui, nous sommes non pas en 3 dimensions, l'espace, mais en 4 dimensions. Rien n'est vrai indépendamment du temps qui passe. Et nous avons tous trop tendance à vouloir figer le temps, ou au contraire, à regarder trop longtemps dans le rétroviseur le passé, ou à trop longtemps se projeter dans le futur, à ne pas suffisamment être dans l'instant présent, cette espèce de danse qu'on fait avec ce corps à corps avec les événements, où justement on n'est plus dans le passé ni dans le futur, on est complètement dans l'instant présent et on sent ce qui se passe. Certains, en 2007, 2006, 2007, ont investi simplement parce que, comme tout le monde, on ne veut pas rester le dernier imbécile à ne pas s'enrichir quand tous les autres le font. Ça n'est pas une bonne raison. C'est nier la réalité du temps, que les choses changent, que les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. À l'inverse, quand les cours étaient au tapis, ceux qui n'ont pas cru dans l'humanité, qui n'ont pas cru qu'on allait reproduire de l'électricité, qui n'ont pas cru qu'on allait reconstruire des voitures, qui n'ont pas cru tout ça, étaient tellement effrayés qu'ils sont restés scotchés dans le temps présent, le temps de la dépression, le temps de l'angoisse. Eh bien non, tout change, mais aussi, dans le meilleur des cas, et les cours ont remonté. Et ils sont passés à côté d'une belle opportunité. Enfin, tous ceux qui se sont appuyés sur l'histoire, pensant que l'histoire se répète et que, à l'instar de telle ou telle crise, ça allait se passer comme si ça, ils se sont trompés. Ben non, l'histoire, elle rime, oui, mais elle ne se répète pas. Donc c'est encore un biais cognitif que de voir une espèce de cycle parfait où tout se reproduit de façon absolument identique. Non, ça marche pas comme ça. Donc, l'objectif de cette vidéo, c'était de parler de la conscience du temps. Et cette conscience, pour réussir, ne suffit pas non plus, parce que si on sent que le temps change, il faut peut-être savoir si les cours vont monter ou vont baisser, comment l'économie va se comporter, et ça amène à développer d'autres connaissances, et ça amène aussi à développer une conscience beaucoup plus globale, s'appuyant donc sur des connaissances, et s'appuyant aussi sur le développement de l'intuition. Et ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. À bientôt.